Eh bien, c'est à mon tour de prendre la parole. D'abord, je tiens à vous dire tout le plaisir que j'ai de venir à Tours et de voir les Tourangeaux. Je suis venue il y a de nombreuses années ici, du côté de la Riche, parce que j'avais des réunions, donc régulièrement, pendant un certain temps, et j'ai beaucoup aimé la région, naturellement, et cette ville. Donc, c'est vraiment une joie pour moi d'être parmi vous. Alors, je vais donc aborder... Ah bon, plus fort. Bon, donc, je vais aborder... le travail que j'ai fait sur Érasme. Érasme est un paradoxe, c'est un titre, le titre en lui-même l'indique bien, le paradoxe Érasme. Alors, il n'est guère aisé d'aborder la pensée et le comportement d'Érasme dans la mesure où celui-ci s'est exprimé fréquemment par périphrase, suscitant interrogation, équivoque, voire contradiction. Érasme a vécu à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Il fut le plus renommé et encensé des humanistes pendant la première partie de sa vie. En revanche, dans la seconde partie de son existence, son étoile pâlit. Il fut traité avec ironie, parfois avec mépris, par une partie de l'intelligentsia qui l'avait admiré. Alors, la première partie de mon exposé traitera de l'ascension et de la gloire d'Érasme, prince des humanismes, et deuxième partie, l'échec du concept érasmien. Érasme est né à Rotterdam vers 1466-1468, on ne sait pas trop, en tout cas à l'époque de la Renaissance. Il est issu d'une union illégitime et qui plus est, son père est devenu prêtre. Et à l'époque, c'était extrêmement mal vu. Ses parents meurent de la peste alors qu'il a 13 ans. Ses oncles font main basse sur le petit héritage et l'engagent à épouser la vie monastique, alors que lui n'y tenait pas du tout. Petit à petit, bon, il a été de monastère en monastère et il est arrivé au monastère augustin de Stein, au Moyen-Âge, où il prononcera ses vœux. Il en sortira à 26 ans, prétextant un état de santé précaire. Ce long passage de 6 années dans cet établissement monastique lui sera néanmoins bénéfique dans la mesure où il profitera de son immense et éclectique bibliothèque pour étudier l'histoire et se plonger avec enthousiasme dans les classiques latins de l'Antiquité ainsi que dans les œuvres modernes des Italiens de la Renaissance. De cette période, il prendra goût au latin et rejettera en bloc les langues vernaculaires, le monde monastique, qu'il n'aimait absolument pas, et la scolastique. Il fait sienne, en revanche, les idées de la Renaissance, qui sont caractérisées par l'exigence de retour aux sources de l'écriture, par la foi en l'homme et ses capacités, par la remise en cause des idées philosophiques, scientifiques et même religieuses, ces dernières visant particulièrement les pratiques déviantes édictées par l'Église. Érasme devient rapidement et naturellement la figure de proue de la brillante et talentueuse galaxie d'érudits de l'époque pour des raisons tenant tant à son extrême érudition qu'à la hauteur et à la qualité de ses réflexions, de même qu'à son ouverture d'esprit cosmopolite. Son art épistolaire ainsi que la diffusion massive de ses écrits participent en bonne partie à son renom international. En effet, secondé par l'imprimerie naissante et ses amis imprimeurs de Bâle, Érasme envoie ses lettres dans toute l'Europe, en latin bien entendu, c'est la langue de l'élite. Il envoie ses lettres dans toute l'Europe et se constitue un réseau épistolaire exceptionnel
On dit environ de 600 destinataires, dont les papes. Il a connu 6 papes à son époque, au cours de sa vie. Ces destinataires, c'était aussi l'empereur du Saint-Empire romain germanique, le roi d'Espagne à un moment donné, le roi Henri VIII d'Angleterre et François Ier notamment. Mais aussi, il eut des destinataires, il eut d'autres destinataires délettrés, laïcs et clercs. Alors, Campan, c'est très physique et psychologique. Il est petit, il est fluet, de santé fragile, état fluctuant dont il se servira assez fréquemment pour se dérober aux sollicitations de tous ordres. Il est hypersensible, nerveux, d'esprit inquiet, assoiffé d'amitié et même d'affection. Erasme se sent à l'aise dans le clair-obscur des coulisses de la scène du monde, tout en étant son maître à penser. Il est en retrait, certes, mais se veut en même temps le primus inter pares, reconnu et dominant les intellectuels. Il est courageux souvent, vaniteux parfois, vous le verrez. Il est mesuré et clairvoyant la plupart du temps. Néanmoins, atteint de phobie, aveuglé par une passion agressive envers certains de ses anciens amis et vouant les Juifs aux gémonies. L'amitié est pour lui un bain de jouvence apaisant. Il est l'homme des conversations amicales et de bonne aloi entre gens cultivés et polissés, même si les opinions divergent. Il est heureux entouré d'amis tels que Thomas More, qui deviendra plus tard le chancelier du roi Henri VIII, de Jean Collet, professeur à Oxford, puis doyen de la cathédrale Saint-Paul à Londres, et aussi de Jean Verrier, un frère franciscain de Tournai, dont il parlera abondamment. Erasme ne fut pas toujours l'homme austère, peint par Holbein et Dürer, que vous voyez, que vous avez vu sur une affiche. Il eut un côté épicurien, aimant la bonne chair, le très bon vin, notamment de Bourgogne, et les très bonnes auberges. Son style, quant à lui, est rarement sentencieux, mais plutôt moqueur, spirituel, plein de finesse, léger, jouant avec les mots. Ses réflexions sont pendulaires, c'est-à-dire que souvent il n'émet ni accord, ni désaccord, et tout cela est balancé avec grâce ou ironie. Il s'exprime par périphrase et il sait habilement mettre en scène un porte-parole, par exemple Dame Folie qui est une de ses œuvres maîtresses, disons. Donc il met en scène Dame Folie, façon de se cacher derrière un paravent. Il dira en référence aux propos tenus dans son livre « L'éloge de la folie », « Ce n'est pas moi qui ai dit cela, mais Dame Folie, qui prendrait au sérieux les discours d'une folle ?» Attitude d'autodéfense légitime, afin de ne pas être taxé d'hérétique et périr par le feu. C'était l'époque de l'Inquisition. Erasme connut la gloire dès la parution de ses premiers travaux, tels que les Adages en 1500, il avait déjà 34 ans. Les Adages, c'est une anthologie de plus de 4000 proverbes, grecs et latins, qui sont très connus, on pourra en parler tout à l'heure. Ce livre rencontra un immense succès. L'année suivante, Erasme publie les Offices de Cicéron, puis le Panégyrique de Philippe le Beau, en 1504, où il esquisse devant un parterre de la haute noblesse flamande le portrait du roi idéal, honnête, soucieux de l'intérêt général et partisan de la paix. Grand contraste d'Erasme face à son contemporain Nicolas Machiavel. Cette période de nombreuses publications entraînant une immense célébrité s'étendra jusqu'à 1517, date de la déferlante luthérienne. Quant aux valeurs qu'il prône, elles sont centrées sur l'homme, sur l'Europe chrétienne, en paix, et une église romaine réformée. Enfin, il n'oubliera pas de se préoccuper du sort de la population, donc des petits gens, et des problèmes sociaux aigus,
qu'il rencontre. Alors d'abord, Erasme l'humaniste. Humaniste, Erasme l'est en plaçant l'homme au centre du principe universel de liberté. Il déclare: on ne naît pas homme, on le devient. Simone de Beauvoir, après a repris: on ne naît pas femme, on le devient. Mais bon, ça vient quand même d'Erasme au départ. Pour lui, l'individu est libre et responsable de sa vie et de ses actes. Il possède le potentiel nécessaire de raisonnement et de volonté pour diriger sa vie et donc dépasser la bête qui est en lui pour devenir un honnête homme mesuré, bienveillant et constructif. À cet égard, il estime que l'homme peut œuvrer à la construction d'une Europe chrétienne, unie, solidaire et de haute morale. Il pense également que l'homme possède son libre arbitre. Il est capable de faire le choix entre le bien et le mal. Dans le cas contraire, la notion de péché perdrait son sens, de même que la responsabilité. Cependant, déclare Erasme, le libre arbitre est pondéré par l'intervention du Créateur, car il est impossible, dit-il, de penser que l'homme est tout et que Dieu n'est rien. Erasme se préoccupe de l'élévation morale de la personne. Cela passe par l'éducation chrétienne des enfants. Il a fait un livre sur la pédagogie. Il a beaucoup insisté sur la pédagogie. Il a été précepteur de jeunes nobles. Il considère que l'acquisition des connaissances doit se réaliser par la réflexion et par le raisonnement personnel, plutôt par la mémorisation et l'autorisme aveugle et dogmatique. Le comportement d'Erasme est conforme à sa conception de la liberté. C'est un homme libre qui ne veut se soumettre à personne. Sa devise est nulli concedo, je ne cède à personne. En ce sens, il refusera de se laisser embrigader, se méfiant, dit-il, des courants idéologiques, des partis et des groupements hégémoniques et partiaux, créant leurs propres règles et s'estimant seul investi de la vérité. Dans un texte intitulé « L'institution du prince chrétien », dédié à Charles Quint, il affirmera « Un roi est un homme libre qui commande à des hommes libres ». Encore un exemple, à Thomas More, quelques jours avant l'exécution de celui-ci à Londres, la tête sur le billot, il écrira « Je trouve comme toi finalement, que la mort est plus douce que la servitude. » Maintenant, Erasme l'Européen, le citoyen du monde. Citoyen du monde, cosmopolite, il l'est, en proclamant dans la complainte de la paix, le monde entier est notre patrie à tous. Qu'importent les langues, les coutumes, les cultures différentes, au contraire, elles constituent une richesse pour tous. Elles s'additionnent. Cette conception d'une Europe unie, solidaire, n'est pas nouvelle. Avant Erasme, et d'une manière magistrale, structurée et détaillée, le roi de Bohême, Georges Podiebrad, avait dessiné en 1464 les contours comportant assemblée annuelle des souverains, cours de justice, tribunal d'arbitrage, fonds financiers communs et monnaie unique. On pourra en reparler aussi. Les décisions devaient être prises à l'unanimité. Le problème est récurrent et nous le connaissons. Erasme, quant à lui, restera théorique, envisageant la société européenne sous l'aspect moral et chrétien. Selon lui, la gloire de tout monarque est d'être pacifique. Par exemple, il a assisté à des guerres 11 guerres en 35 ans entre Charles Quint et François Ier, les guerres d'Italie, et où l'un comme l'autre voulait des parcelles du territoire italien, le pape également, et il s'interrogera: à quoi sert tout ce sang versé? Car il n'est pas question ici du bien du peuple, mais de savoir si l'on devra saluer comme roi tel ou un tel. C'est très fort. Au final, il suggère, pour avoir la paix, en l'occurrence avec les Ottomans, qu'il faut parfois la monnayer. Bon,
Érasme et l'Église. Les rapports seront houleux. Cependant, il demeurera immuablement fidèle à l'Église romaine. Sur le fond, Érasme ne sépare pas la sagesse humaine du christianisme humaniste. Pour lui, il existe dans l'Antiquité une pré-philosophie chrétienne. Il appellera Socrate Saint Socrate. Il ne parlera jamais de théologie chrétienne, mais de philosophie chrétienne qui est fondée sur la foi, la charité et la piété intérieure qui est accessible à tous. Il publiera en 1511 l'Éloge de la folie, livre brillant et critique de l'Église romaine, ouvrage lu avec enthousiasme par de très nombreux lettrés d'Europe. Ils y reconnaissent à travers la satire la justesse des propos ayant trait à la décadence de l'Église. Le ton général de l'œuvre est caustique, plaisant, mais lance au final des coups de fouet cinglants. Érasme exerce sa verve critique sur les usages de l'Église de Rome, tels que le trafic des indulgences et des reliques, la culture des saints, qui, dit-il, éclipse le Christ lui-même, les pèlerinages, les vœux et bon nombre de sacrements, et s'interroge même sur la valeur de la confession. Ce que veut Érasme, c'est une réforme en douceur de l'Église de Rome. C'est un réformiste et pas du tout un révolutionnaire. Maintenant, Érasme et la société. En rupture avec son temps, il lui arrive de porter un regard compatissant sur la vie des petites gens. Il considère, c'est taxer les plus riches, faire payer les plus riches, c'est aussi, oui, c'est son temps. Il considère que les plus riches devraient seuls être taxés sur les produits de luxe, alors que les denrées de première nécessité ne devraient pas l'être. Ça fait 500 ans, tout ça. Pour la bonne compréhension du peuple, il souhaite que l'Évangile soit lu, entendu et compris par chacun en langue vernaculaire, alors que vous savez, il aime beaucoup le latin et rejette les langues vernaculaires. Mais pour l'Évangile, il estime que tout le monde doit comprendre. Car il dit, la Sainte Écriture appartient à tous. Luther sera sur la même ligne. Pour ce qui a trait aux jeunes gens pauvres, attirés par la profession militaire, il déclare que les guerres, combats et dégots entre les souverains constituent à tort un exutoire où les soldats ne sont que chair à canon. Il est favorable au mariage des prêtres. Ouais, débat toujours en cours. Bon, alors, concernant les femmes, qui n'ont guère d'intérêt dans la vie d'Érasme, c'est vrai, il estime que l'union d'un couple doit relever uniquement du choix personnel des futurs époux et non pas de la parentèle. Mais quand même, il trouve naturel que la femme soit soumise à son mari. Bon, cela est de son temps et encore pas trop loin du nôtre. Alors, ces considérations sont excessivement novatrices, en décalage avec son époque. Son esprit est hardi, pourfendant les usages et privilèges des dominants, princes et hauts clergés. À la fin de cette première partie, je dirais, il aurait pu être le levier de réformes importantes, à savoir faire évoluer les mœurs et sauver l'Église romaine en évitant le schisme luthérien. Cependant, lorsque fit irruption Luther et ses 95 thèses affichées en 1517 à l'église de Wittenberg en Saxe, Érasme ne saura pas y faire face. C'est pas les mêmes personnages. Le combat sera par trop inégal, il en sortira brisé. Maintenant, j'aborde la deuxième partie, l'échec du concept érasmien. Sur le fond, Érasme et Luther ont exprimé maintes fois les mêmes idées, à savoir les déviances de Romaine, la nécessité de retourner aux sources de l'écriture, la dénonciation des indulgences, la simplification des sacrements. Mais Luther est tourné vers Dieu et la mystique,
alors que Erasme est davantage axé sur l'humain et la morale. Luther dira « Les choses du monde ont pour lui, Erasme, plus d'importance que les choses divines ». C'est ainsi qu'ils seront en opposition frontale sur la liberté de l'homme face à Dieu, libre arbitre pour l'humanisme Erasme, prédestination par la grâce divine pour le réformateur. En désaccord aussi sur la tradition et la hiérarchie romaine dont Luther ne sait que faire. Sur la forme, ces deux immenses personnalités sont à des années-lumière l'une de l'autre. En effet, Erasme est un être anxieux et discret, on l'a déjà dit. Il peine à défendre ses idées avec passion, car il analyse les arguments de l'adversaire au risque d'affaiblir un peu les siens. Face à Erasme, plein de scrupules, Luther éclate de vie et de certitude. C'est un meneur d'hommes, une force charismatique qui soulève les foules. Il est intolérant, nationaliste, fanatique, mais son courage est immense. Là, il faut que je vous donne un tout petit paragraphe sur l'attitude de Luther, qui a beaucoup de défauts, mais qui a un courage exceptionnel. À la diète de Worms en 1521, appelé à comparaître devant Charles Quint, la cour du Saint-Empire et les représentants du pape, il refuse de se soumettre en déclarant « Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Je ne puis faire autrement. » Charles Quint ne l'a pas condamné à mort, 12, mais il a été mis au banc de l'Empire. Mais quel courage! Bon, le dénouement brutal de cette lutte entre Erasme et Luther va aboutir au schisme dans l'Église. C'est ce que redoutait Erasme, qui néanmoins s'est porté pâle à la diète de Worms en 1521, alors qu'il y était convié personnellement par Charles Quint, en sa qualité de conseiller de l'empereur, et aussi en sa qualité de chef des humanistes d'Europe. En 1530, il y a aussi la diète d'Augsbourg, où il sera également absent. Erasme expliquera plus tard à un ami de Padoue qu'il ne se sentait pas la force d'imposer ses solutions et craignait d'être perçu comme un luthérien. Ce fut assurément les mêmes raisons qui le conduisirent à être absent de Worms. Il faut noter que malgré leurs divergences, Erasme cherchera dans un premier temps à protéger Luther tant auprès du pape que du duc de Saxe. Erasme dira de Luther « Luther avait raison à blâmer beaucoup de choses, et dans un soupir, si seulement il l'avait fait avec mesure. Et encore, il me semble qu'on obtient davantage par la modération que par la violence. » Ça, c'est discutable compte tenu du contexte. Peut-être que parfois il faut aussi la transgression. Bon, par la suite, le pape et la hiérarchie ecclésiastique presseront Erasme de condamner publiquement Luther. Et ce dernier poussera Erasme à franchir le pas et donc à se rallier à sa cause. Il est vrai que les écrits d'Erasme, publiés largement en Germanie et en langue allemande, jetteront le trouble, car très proches des idées de Luther. Il y eut souvent confusion, voulue d'ailleurs, ne serait-ce que par les dominicains qui détestaient Erasme, ne serait-ce que par les dominicains qui associeront sciemment les noms d'Erasme à Luther. Quand Luther, excédé par ses atermoiements, lui demandera de se prononcer clairement ou non en sa faveur, Erasme lui répondra sur le thème de la défense des lettres, ce qui fera bondir le réformateur. Ultérieurement, Luther écrira furieux que la querelle entre eux lui causa tant d'embarras et de tourments qu'il finit par refuser le combat, lui Luther. Il ajoutera « Quand je me bats contre de la boue, vainqueur ou vaincu, je suis toujours sali. » Les amis d'Erasme, comme le clan opposé, ne comprendront pas davantage l'attitude d'Erasme dans ce duel. Alors,
Alors peut-on demeurer neutre quand l'incendie fait rage? Ça, c'est à voir. Dans cette hypothèse, alors j'écris que dans l'incapacité d'intervenir publiquement parce que c'est pas son tempérament, dans l'incapacité donc d'intervenir pour exposer son propre point de vue devant les deux diètes hyper importantes de Worms et d'Augsbourg, ne peut-on pas déléguer la parole à un fidèle disciple? Dans cette hypothèse, Erasme s'étant abstenu de paraître, donc à ces diètes, une solution était toutefois possible, se faire représenter par un adepte loyal, bon débatteur, défendant les idées érasmiennes. Ça a été le cas de Luther, parce que banni par la diète de Worms, il ne pouvait plus se présenter à Augsbourg. Mais il a diligenté pas Mélenchon, mais Philippe Mélenchon, qui était son bras droit luthérien, qui a défendu la cause luthérienne. Et alors pourquoi Erasme ne l'a pas fait puisqu'il pouvait pas le faire lui-même? C'est tout simple. C'est que Erasme est un homme de cabinet, solitaire, dans sa tour d'ivoire, entouré de ses livres, un individualiste sans troupe. Il ne savait pas, il ne peut pas se battre publiquement, il ne sait pas, et donc déléguer à quelqu'un non plus. Sa voix ne sera donc pas entendue, il assistera à distance à l'éclatement de l'Église romaine et pressentira la montée des périls conduisant aux guerres civiles, la guerre de 30 ans notamment. Le temps passant, et l'âge venant, la tornade luthérienne ayant fait son œuvre, Erasme se sentira encerclé, victime de complot. Il deviendra aigri, atteint d'une certaine paranoïa, ce qui entraînera des erreurs de jugement. Il s'agit d'une part de son antijudaïsme violent et permanent, d'autre part de son comportement discutable envers des personnes nommément désignées. Alors, concernant son antijudaïsme, on connaît ses capacités à s'élever au-dessus de la plupart des préjugés de son époque. Alors, pourquoi cet antijudaïsme? Chez Erasme, il n'y a pas d'antisémitisme tel qu'on connaîtra au XXe siècle. Pour lui, l'antijudaïsme est avant tout intellectuel et religieux. Toutefois, eu égard à la stature d'Erasme, il n'est point douteux, à mon avis, que son opinion négative portée sur les Juifs ait eu une forte influence sur les populations, renforçant leurs idées préconçues sur le monde de la loi mosaïque. Alors, sur le fond, Erasme reproche aux Juifs le déicide, bien entendu, mais encore et surtout leur volonté de mettre en pièces l'Évangile au profit de l'Ancien Testament. Selon lui, le message simple et de pur amour du Christ est suffisant pour transformer le cœur des hommes sans avoir besoin de recourir à la loi ancienne. De plus, cette dernière est dangereuse pour le christianisme. Erasme dit, on ne peut pas trouver de plus opposé, de plus hostile à l'enseignement du Christ que cette peste. Et aussi, je préférerais que soit totalement anéanti l'Ancien Testament plutôt que de voir l'entente des chrétiens déchirés par les livres juifs. Bon, c'est l'Ancien Testament, la Kabbale, le Talmud, le Tétragramme, etc. Il dira ces livres sont des élucubrations ou des fables des plus futiles. Et pourtant, un peu plus tard, c'est bien son comportement un peu pendulaire, il dira « L'ancienne loi doit être vénérée parce qu'elle renferme des trésors de choses sacrées sans connaître au juste leur signification. » Quoi qu'il en soit, il utilisera le mot juif comme insulte envers ceux qui sont l'objet de son ire. 5 ans avant sa mort, Erasme continuera à croire en un complot juif international dont la victime serait l'Europe chrétienne qu'il qualifie de forteresse assiégée. Maintenant, le dernier chapitre, concernant ces relations complexes et passionnées envers certaines personnes. C'est vraiment de l'acharnement. C'est souvent d'anciens amis qu'il traitera bien mal par la suite. Il mettra en cause le manque d'amitié et de compréhension à son égard. En réalité, il connaîtra de solides et profondes amitiés
mais n'aurait-il pas plus reçu qu'il n'a donné? Aux sollicitations, voilà des exemples, aux sollicitations aimables de Servé Roger, ancien compagnon d'études au monastère de Stein, qui est devenu le prieur de ce monastère et qui lui propose de revenir à la vie monastique, Érasme répondra avec une certaine suffisance: je passe quelques mois près du comte Montjoie, qui a beaucoup insisté pour que je vienne en Angleterre avec l'approbation de tous les lettrés. Je ne veux pas me vanter, mais il n'en est aucun parmi eux qui ne fasse grand cas de mon esprit et de mes connaissances. Sincèrement, je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit qui ne me vaille même l'approbation du Christ. Il écrira encore: je ne vois pas bien ce que je pourrais faire en Hollande, j'en suis parti jeune, je reviendrai vieillard, je serai en but au mépris même des plus humbles, alors que j'ai l'habitude d'être honoré par les grands. Bon, maintenant, autrement tragique et cruel seront ses rapports avec un chevalier germanique très très brillant, un jeune chevalier grand lettré reconnu à ce titre, qui s'appelle Ulrich von Hutten. Celui-ci aura pour Érasme admiration, respect, le qualifiera de père et de maître. Érasme aussi appréciera l'intelligence et la culture du jeune homme. Alors ce jeune homme sera banni de l'Empire et traité d'hérétique, etc. Bon, donc fuyard, désargenté et mourant, il cherchera la protection auprès d'Érasme, qui est à Bâle à l'époque. Érasme restera muet et porte close malgré les supplications de l'intéressé, qui finira par mourir du côté de Zurich, à côté de Zurich. Il prédira alors, exaspéré et mourant, il prédira à Érasme que lui, Érasme, ne sera pas à la hauteur du combat livré par Luther, étant donné que sa conscience approuve la doctrine de Luther, qui est la sienne propre. Il soulignera: une partie de toi-même ne se tournera pas tant contre nous que contre tes écrits d'autrefois. Tu seras forcé de dresser ta propre science contre toi-même et d'être éloquent contre ton éloquence de jadis. Tes propres ouvrages se combattront entre eux. Bon, Érasme s'engagera en finale dans une voie obsessionnelle où il s'imaginera des adversaires voulant le détruire. Son acharnement contre eux sera violent, notoire, en rupture totale avec l'esprit pondéré qu'on lui connaît. À tort ou à raison, il croit être l'objet de persécutions de beaucoup, dont de Jérôme à Léandre, celui-ci qui fut son ami intime à Venise dans les années 1507-1508, est une figure marquante du monde lettré et spécialiste des trois langues nobles. Les trois langues nobles, à l'époque, c'est le grec, le latin, l'hébreu. Voilà. Dès 1521, Érasme concentrera son agressivité en particulier sur ce dernier. Il dénoncera ses machinations ourdies contre lui, Érasme, et le taxera d'empoisonneur, déclarations qui gêneront même ses admirateurs. Il se déclarera serein, ayant pour lui l'empereur, le roi d'Angleterre et la plupart des cardinaux romains. Ce sentiment de persécution ne le lâchera jamais. 11 ans plus tard, persuadé que l'auteur d'un pamphlet contre lui n'était pas Scaliger, malgré la signature de ce monsieur, de cet intellectuel, mais à Léandre qui vit à Paris, il dira: il y a un juif qui a provoqué une tragédie à Paris, et je ne doute pas qu'il soit sur le point d'en provoquer une plus atroce. Rabelais essaiera de le calmer en lui affirmant que Scaliger existait bien, peine perdue. Et 4 semaines avant sa mort, en juillet 1536, Érasme reprendra ses accusations dans une lettre adressée à Mélanchthon, le bras droit de Luther. Il lui confiera que le monde chrétien est menacé par une secte qui chaque jour gagne du terrain, menée par ses représentants puissants et organisés, dont principalement Aléandre, cet Italien très lettré, mais éminemment impie et méchant. Il va même le traiter de juif. C'est un Vénitien, l'autre. Bon, faiblesse,
certes dérangeant de la part d'un homme illustre, mais qui est somme toute qu'un être humain, donc il est imparfait. Alors, en conclusion, nonobstant cette image qui le ternit quelque peu, il nous faut voir Erasme sous son jour flamboyant, grand intellectuel de la Renaissance. Rabelais, dans une lettre adressée à Erasme, confessera « Ce que je suis, ce que je vaux, c'est à vous seul que je le dois. » Mais qu'en est-il advenu de ces idéaux ? Ils furent voués à l'échec sur 3 points. La liberté de penser, victime de l'Inquisition. L'Europe unie et pacifique qui restera un rêve. L'unité de la chrétienté qui sera détruite par la Réforme. Il était trop idéaliste, trop intellectuel, trop peu au fait des réalités du pouvoir. Il était aussi trop en avance sur son époque, qui sortait depuis peu du Moyen-Âge. Enfin et surtout, la mise en œuvre de ses idées aurait exigé de lui d'en être le fer de lance, frondeur et actif, ce qu'il n'était pas. Ce n'était pas un Luther. Le contraste entre Luther et Erasme est saisissant. Alors que Luther apparaît comme le chef d'un peuple, le père de la patrie allemande, même avant Bismarck, le père de la patrie allemande qui plus est parle allemand à tous, Erasme, lui, parle latin et n'est connu que du cercle des lettrés européens, jusqu'en Moldavie, mais enfin, ce sont que les lettrés, c'est pas le peuple. Pour autant, Erasme ne sera pas dénué de courage à sa façon. Il ne cédera jamais. Fidèle à sa devise, il ne concédera rien à quiconque, malgré les critiques et les injures se déversant sur lui. Il supportera ces tempêtes en roseaux qui plient, mais qui ne rompent pas. Ce courage, il l'aura face aux violentes attaques des partis conservateurs catholiques, romains et luthériens, mais aussi face à l'Inquisition qui sévissait implacable, les condamnations au bûcher s'abattant sur les hérétiques tant à Paris qu'à Bruxelles, Londres et Cologne. Pour sa part, ces idées feront l'objet de débats à la conférence de Valladolid en 1527. Vous savez, cette conférence où il a été discuté de l'âme des Indiens d'Amérique. Mais bon, après, il y a eu aussi l'affaire d'Erasme. Bon, là, ça s'est calmé parce qu'il était quand même soutenu, il avait de puissants soutiens, Erasme. Mais quand même, on en a discuté à ce niveau-là. Après sa mort, ses ouvrages seront brûlés à Milan et mis à l'index en 1559. Ils le resteront à l'index jusqu'en 1900. 1900. Bon. 5 siècles ont passé, la parole libre et éclairée d'Erasme continue à nous interpeller sur des questions toujours d'actualité, portant sur les valeurs morales et libérales axées sur l'humain et l'intérêt de tous. Dans la droite ligne de sa pensée, les désastres humains apocalyptiques résultant des 2 guerres mondiales ont enfin déclenché un besoin d'union des peuples. La SDN a été instituée en 1919-20, par là. Ensuite l'ONU, puis l'Union européenne et d'autres organisations internationales ont suivi. En 1987, l'Union européenne a honoré Erasme en instituant le programme Erasmus, qui permet aux étudiants de l'Union de bénéficier d'une partie de leur formation dans l'espace européen. Ces initiatives du XXe siècle sont dues à la volonté d'hommes de grandes valeurs morales. Je pense à Jean Monnet, je pense à Robert Schuman, à Konrad Adenauer aussi, qui relevait son pays, et qui, au-delà des divisions et des égos immémoriaux, ont cherché à rassembler leurs concitoyens vers une accession à une plus haute humanité, convergeant ainsi dans la voie ouverte au XVIe siècle par Erasme. Au final, sa vue sur le monde ne s'est pas perdue dans les sables, mais continue à vivre dans nos consciences. Il y a toujours un petit bruit de fond. Voilà, j'ai terminé. Excusez-moi d'avoir été longue, je suis désolée. Ce n'est jamais long quand c'est intéressant. Je vous remercie beaucoup. Mais il est complexe, cet homme, il est complexe. Et merci beaucoup d'être venu d'aussi loin pour nous amener Erasme.
ce soir, je me sentirai beaucoup plus inspirante. C'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir. Je crois que je ne suis pas seule. Voilà. Passons maintenant aux questions. Tu as terminé sur Erasmus. Est-ce que ces idées sur l'éducation s'adressaient uniquement à une élite ou est-ce qu'il avait aussi une vue plus large, plutôt visant le peuple? Erasme a été le maître, le précepteur, parce qu'il avait besoin d'argent au début, il avait rien publié, et il était le précepteur de jeunes nobles. Et donc il ne connaît plus, il connaît cette élite-là. Mais il a pensé que les petites gens, si je puis dire, pourraient aussi être influencés par les jeunes nobles et par cercle concentrique. Eh bien, sa pédagogie pouvait pénétrer dans d'autres couches, disons moyennes et inférieures de la société. Mais c'est vrai qu'il a plutôt pensé à l'élite, mais aussi quand même, il pensait aux gens. On l'a vu aussi quand il parle de la chair à canon, etc. Donc c'est vrai. Non, il pensait quand même à tout le monde, mais plus parce qu'il était conseiller de Charles Quint, donc c'était son milieu. Et puis il échangeait des lettres en latin comme je connais pas mal la Roumanie, avec Dimitriu Cantemir, qui est de Moldavie, donc ça allait quand même très très loin. Donc toujours en latin, donc c'était quand même... et puis il connaissait Thomas More, il connaissait des grands intellectuels de l'époque, hein. Mais il n'a pas connu Machiavel. Bon, ben c'est pas le même genre, hein. C'est tout à fait différent. Donc oui, c'est un petit peu préoccupé aussi de pédagogie, mais une pédagogie qui n'était pas du tout directive, c'est-à-dire du bachotage. Il faut faire ça, pour lui, il faut voir le tempérament de l'enfant, le naturel de l'enfant, et essayer qu'il résonne par lui-même. Et ça, c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Ça, c'est nouveau. Hein. À l'époque, c'est nouveau. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore poser des questions? C'est un personnage, pour ma part, que je ne connaissais pas bien. Je vais l'apprendre un petit peu mieux. C'est aussi une époque très lointaine. Et c'est pas un côté très futile par lequel on l'aborde, mais c'est normal. C'est normal. Je voudrais savoir, c'est une curiosité féminine, bien sûr, combien de temps vous avez mis à préparer cette étude, parce que je suis sûre que ça demande beaucoup de lecture, beaucoup de temps, beaucoup de passion aussi, parce qu'on ne peut pas faire les choses sans passion. J'ai passé plusieurs mois et j'ai lu alors deux livres. Il y a Stéphane Zweig qui va en profondeur dans l'être d'Erasme. J'ai lu Dutheil et des correspondances d'Erasme. Ah oui, il y a des correspondances qui sont dans un fonds, le fonds belge. Il y a de l'éducation, oui, sur l'éducation des enfants, il y a beaucoup à dire, c'est vrai. Erasme aussi, des articles dans les cahiers bruxellois. Oui, j'ai passé beaucoup de temps. Mais plus je lisais, plus c'était intéressant parce que il a beaucoup de... Des recoupements? Oui, il y a des recoupements et puis beaucoup où il rayonne. Enfin, il y a des actes un peu partout. C'est très très raisonné, très méthodique et beaucoup de morale et de paix. Et puis d'un autre côté, l'être lui-même va pas bien. Il ne va pas bien, Erasme. Mais il est très seul et il a eu des injures, des insultes. Enfin, vous entendez Luther quand il parle debout quand même. Hein. Il y a eu des moments très durs. Mais lui, alors, il a été parfois assez mou, mais je peux le comprendre. C'était l'Inquisition aussi. C'est pas simple non plus. Hein. On n'est pas. Il faut aussi reconnaître que c'était pas facile. Et il a des propos extrêmement cinglants contre Rome, pas trop Rome, mais contre les prélats plutôt, contre les moines.
La vie des moines, là vraiment, il est en total désaccord, et c'est injurieux d'ailleurs, c'est injurieux. Même à notre époque, il y a des propos qu'il tient, je sentirais pas ça dans les journaux, hein, vraiment. Il va très 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 loin et très très fort. C'est pas étonnant qu'il ait été la cible d'adversaires acharnés contre lui, et donc il l'a très 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 mal ressenti, très très mal ressenti. Mais c'est un homme sans troupe dans sa tour d'ivoire, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a eu des courants de pensée, notamment justement Pardon ? Est-ce qu'il y a eu des courants de pensée qui ont pu relayer un peu son... Ah bah oui, je dirais le luthérianisme. Oui, le luthérianisme au niveau de l'Église, alors là, c'est quand même très luthérien, il est très luthérien, hein, bien qu'ils le disent pas. Les courants de pensée, les courants de pensée sur une Europe unie, on en est toujours là, on essaye de la faire, cette Europe unie, la paix entre tous, on fait partie d'une même patrie, oui. Oui, ça, c'est relayé. L'humanisme a continué sa route. Alors, est-ce que Voltaire a continué ? Ça peut. Mais bon, de toute manière, c'est le courant actuel qui essaye d'avancer. Hein. Et oui, c'est l'époque où fleurit la Renaissance, avec Pic de la Mirandole, Léonard de Vinci, on a Reuchlin, on a Montaigne, on a ces gens-là, Thomas More dont on a parlé tout à l'heure, Rabelais aussi bien sûr. C'est l'époque où on se centre sur l'homme, sur l'humain, et on se détache. On se détache pas vraiment de la religion. Non, les gens de la Renaissance gardaient toujours la religion, mais s'axaient beaucoup sur l'homme, qui jusque-là était assez effacé par rapport à Dieu. Et donc, oui, c'est l'époque de la Renaissance. Alors oui, on a Philippe Mélenchon là-dedans, on a Lorenzo Valla, on a Guillaume Budet, on a du Bellay, oui, on a tous ces gens-là. Je me permets de faire une petite remarque. On a eu la chance à Tours, au centre de la Renaissance, l'un des très grands spécialistes d'Erasme, qui était Jean-Claude Margolin. Ah oui, Margolin, oui, bien sûr. Ah oui, Margolin, oui. Je m'en suis inspiré sur l'anti-judaïsme. Oui, Margolin, on a quand même pas mal parlé, hein, des phobies d'Erasme, oui, des choses qui arrivent. Oui, Margolin, oui, bien sûr, oui. Est-ce que tout le monde a posé sa question ? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut avoir des informations complémentaires ? Il n'a pu voyager qu'en Europe, il n'a pas pu aller... Non, puis il n'est pas allé ailleurs. Non, l'Europe c'est déjà pas mal. Et il a voyagé en Italie, en Allemagne bien sûr, en Hollande c'est son pays. Il était souvent en Angleterre, surtout en Angleterre, parce que là il avait ses grands amis, dont Thomas More. L'Italie, oui, il a été forcément. Hein. Et la Suisse. Ça, c'était son havre de paix. D'ailleurs, son tombeau est dans la cathédrale de Bâle. Ah oui. Et là, il y avait les grands imprimeurs, dont son ami Froben. Les grands imprimeurs étaient là. Et c'était le calme, hein, la Suisse. Mais son pays de prédilection, c'était l'Angleterre. Oui. Il a rencontré Dürer en 1508 à Venise. Oh, peut-être. Ah, ça peut, oui, c'est possible, ça. Oui. Et ce qui est peut-être dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu une vraie relation sur justement le fondement de la créativité qui aurait amené l'humanité. Parce que on voit, vous avez évoqué Padoue et vous avez tout à fait raison, c'est qu'à cette époque-là, il y avait Giorgione, et que l'élève de Giorgione, qui, voyant la peste arriver, a été à Padoue, s'est dégagé de Venise pour aller à Padoue, et ça a donné Titien. Et on a, en 1508, l'une des premières œuvres répertoriées de Titien, où il se dégage complètement à la Scuola del Santo, il se dégage complètement de l'œuvre des autres artistes, en montrant une œuvre tout à fait novatrice, qui est quelque chose d'assez extraordinaire. Et là, Erasme avait ça en lui, mais peut-être, c'est une hypothèse, que l'avantage des artistes,
quelqu'un comme Léonard de Vinci, par le fait de montrer des œuvres aussi géniales, il pu avoir la réputation que peut-être Erasme n'a pas eu parce que ses écrits étaient mis sous les étouffoirs. S'il avait été peintre, peut-être que d'un seul coup, il aurait eu la renommée qu'il mérite à juste titre. Il a une très grande renommée, en tout cas au début jusqu'en 1720 par là. Après, il était très 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 connu, mais tellement contesté, tellement abîmé, et puis il savait pas se défendre, il pouvait pas se défendre, il savait pas. Mais on le traite toujours de prince des humanistes. Hein. C'est le chef de file des humanistes. Tout à fait, oui. Et je vous en remercie. Bon, écoutez, je pense qu'on va demander à notre guitariste s'il veut bien nous faire une petite intermède musicale avec un ou deux morceaux.